Je repensais à ce qu'on se disait hier soir, tous les deux, tu sais, sur le canapé. Ah oui, notre fameuse grande discussion nocturne. Ouais, voilà. En fait, la culture populaire martèle en permanence que pour trouver l'amour, à 40 ou 50 ans, eh bien, il faut redoubler d'efforts. Mhm. Genre, il faut s'inscrire partout, sortir, se forcer à faire des rencontres. Bref, vraiment chercher activement. Ouais, la traque, quoi. Exactement. Et si toutes nos sources nous prouvaient que c'est précisément cette volonté acharnée, cette urgence à trouver quelqu'un, qui détruit presque systématiquement toute chance de bonheur. C'est fou parce que ça prend complètement à rebours le récit social dominant. On perçoit toujours cette recherche comme une quête noble ou une preuve de vitalité. C'est clair. Sauf que, quand on croise la sociologie, la neurobiologie et la psychologie clinique, on réalise vite un truc. Cette quête, à cette étape précise de l'existence, ça devient souvent un piège psychologique redoutable. Ouais, c'est pas l'amour le problème en fait. Non, c'est la mécanique de la traque. Bon, décortiquons ça. C'est exactement l'objectif de notre plongée d'aujourd'hui. On a rassemblé une pile de sources assez vertigineuses pour ceux qui nous écoutent. Une très belle pile, oui. Ouais, on a les essais philosophiques d'Alain Badiou et Pascal Bruckner, les analyses sociologiques d'Eva Illouz, la neurobiologie avec Boris Cyrulnik et la psychologie de Christophe Fauré. Du lourd ensemble. Vraiment. L'idée, c'est de comprendre la mécanique invisible, de bousculer cette idée reçue qu'il faut absolument chercher à tout prix, et voir pourquoi cette frénésie mène au mur. Et l'enjeu est crucial. À la quarantaine ou cinquantaine, il y a cette pression invisible, cette horloge qui tourne. Pas l'horloge biologique, mais la peur de l'invisibilité sociale. Ah ouais, la fameuse angoisse de disparaître des radars. C'est ça. Et ça pousse à prendre des décisions en état de panique sourde. Et l'urgence, par définition, c'est le pire ennemi du discernement. Alors, avant même de parler des applis de rencontre ou de la société, je pense qu'il faut regarder la biologie, l'état de notre machine humaine à 50 ans. Tout à fait. J'ai épluché les notes de Boris Cyrulnik sur le cerveau. Il parle de plasticité neuronale et de coût adaptatif. Mais concrètement, ça veut dire que le cerveau dépense de l'énergie physique pour s'habituer à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est une excellente façon de le formuler. En fait, Cyrulnik explique qu'à 20 ans, le système nerveux, c'est comme de l'argile fraîche. D'accord. Il est fait pour l'exploration, pour se reconfigurer, changer d'avis, modifier ses habitudes de sommeil pour un partenaire. Ça se fait presque tout seul. Mais à 50 ans, l'argile est cuite, c'est ça? Exactement. Elle a été cuite au four par des décennies d'expérience, de routine, de traumatismes surmontés. Le réseau neuronal s'est rigidifié pour privilégier la sécurité. L'économie d'énergie, quoi. Ce qu'on appelle l'homéostasie, non? Ouais, l'homéostasie. Le cerveau cherche l'équilibre. Tenter de s'adapter soudainement aux manies d'un inconnu, ça demande un effort cognitif et métabolique énorme. Attends, donc le cerveau perçoit une nouvelle relation comme une menace métabolique, C'est exactement ça. Pas comme une aventure excitante, mais comme un danger pour sa stabilité énergétique. Ça me fait penser à une analogie. Imagine que la vie de quelqu'un à 50 ans, c'est comme deux systèmes d'exploitation très complexes. Ah, j'aime bien ça. Ouais, genre deux OS qui tournent de manière autonome depuis un demi-siècle. Leurs codes sources sont devenus hyper spécifiques. Et on essaie de les synchroniser de force. C'est ça. On force la connexion, ça crée des bugs partout, ça surchauffe et ça épuise le processeur. On s'épuise par surajustement chronique. Et face à cet épuisement, les sources mettent en lumière deux profils toxiques générés par ce décalage. Le premier, c'est le chasseur de complétude. Celui qui cherche une béquille. Ouais, il cherche pas une personne, il cherche une fonction. Pour boucher le trou d'un divorce ou masquer le silence de la maison. C'est triste en fait. Et le deuxième profil. Le solitaire par défaut, c'est ça. Voilà, ce qu'on lit souvent à l'aniptaphoti, la peur irrationnelle du célibat. Ce profil-là s'est construit une belle forteresse, il y est bien. Mais la pression sociale le pousse à aller sur les applis de rencontre. C'est ça. Il télécharge les applis, va boire des cafés, mais secrètement, il espère que ça va rater. Son cerveau veut juste retourner dans la forteresse en se disant que le monde moderne est nul. Mais attends, est-ce que ça veut dire qu'on est biologiquement programmé pour finir seul passé un certain âge? Non, rassure-toi. Et puis d'ailleurs, regarde-nous. Notre propre connexion prouve bien que l'ajustement est possible, tu ne crois pas? Oh! C'est vrai, oui. Mais chez les humains, la différence, c'est le poids du passé. Ce que la psychologue Sandy Kaufman appelle les vieilles casseroles. Ça vient parasiter chaque nouvelle interaction. C'est vrai. Et si la biologie rend l'adaptation difficile, l'environnement de la société moderne, il transforme ça en cauchemar absolu. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'analyse d'Eva Illouz. Elle explique le passage de l'amour transcendant au capitalisme scopique.
Capitalisme scopique. C'est un grand mot pour dire qu'on consomme les gens avec les yeux. En gros, oui, le marché émotionnel. Elle cite une expérience de psychologue à Chicago, l'expérience du vase. Ah oui, le mode enchère contre le mode étagère. Exactement. Au premier groupe, on montre un seul vase sur une table. Ils le valorisent énormément, ils imaginent son histoire. C'est le mode enchère. Et au second groupe, on montre le même vase, mais au milieu de 50 autres sur une étagère. Et là, la valeur perçue s'effondre. C'est le mode étagère. Et c'est exactement ce que font les applis de rencontres comme Tinder. C'est terrifiant. On dévalorise l'autre juste parce qu'il y a trop de choix. On est paralysé. Et cette paralysie, elle est aggravée par nos propres biais cognitifs. Ouais, comme le biais des coûts irrécupérables. Genre on se dit qu'on a déjà perdu 20 ans dans un mauvais mariage, alors on précipite tout. On ignore les red flags parce qu'on sent retard sur le planning. Et ça s'ajoute à la peur de l'invisibilité dont on parlait, surtout avec le double standard du vieillissement. Ah, ça c'est une réalité cruelle. Les hommes à 50 ans gardent un certain capital social et sexuel, alors que les femmes sont beaucoup plus pénalisées par la société. Ça crée une asymétrie terrible. C'est là que la philosophie vient éclairer les choses. Alain Badiou dénonce cette idéologie moderne du risque zéro. L'idée qu'on voudrait une relation sécurisée sans aspérité. Comme une assurance tout risque, quoi. C'est ça. Et Pascal Bruckner pointe le paradoxe du « libres ensemble ». Le fameux libres ensemble. C'est vouloir le frisson de la passion, le papillon dans le ventre, mais, et c'est là le hic, sans jamais renoncer à sa propre souveraineté. Sans jamais faire de place à l'autre dans sa forteresse. On veut tout, sans rien risquer. En fait, on exige que l'amour moderne soit un produit de consommation parfait. Retour sur investissement immédiat, zéro vulnérabilité, c'est fou. Et donc, face à cette biologie un peu têtue et cette société consumériste, la solution, ce n'est pas de tout abandonner. Non. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il faut un changement de paradigme. Passer du besoin, avec un grand B, à l'envie. Voilà. Et c'est Christophe Fauré, le psychiatre, qui synthétise très bien ça. Il dit que la crise de la cinquantaine, c'est pas une crise, c'est une transition d'individuation. C'est le moment où on enlève les masques, c'est ça, hein. On se défait les attentes de la société pour trouver sa propre authenticité. Exactement. Et Fauré fait une distinction vitale entre l'isolement qu'on subit et ce qu'il appelle la solitude souveraine ou la solitude contemplative. La solitude souveraine, c'est beau. Et ça rejoint Christophe André qui disait qu'il vaut mieux être célibataire et en paix plutôt que de subir cette fameuse solitude à deux. Ah oui, la solitude à deux, c'est terrible. C'est cette fatigue invisible où on s'éteint un petit feu juste pour maintenir l'illusion d'un couple. Ouais. Accepter sa solitude souveraine, c'est se libérer de ça. Et c'est ce qui rend l'amour tardif si magnifique, d'après nos sources. À 50 ans, l'autre n'est plus une promesse d'avenir flou, c'est une archive vivante. Une archive vivante, c'est une très belle image. Oui, le but n'est plus de trouver quelqu'un pour combler un vide ou effacer le passé. C'est de trouver un miroir qui ne déforme pas. Quelqu'un qui te regarde avec toutes tes archives. T'es très juste. Tu sais, j'y pensais par rapport à nous. Aimer l'autre pour ses propres archives, pour toute la complexité de son code et de ses expériences accumulées, c'est vraiment la forme la plus aboutie de la connexion. Ça me touche beaucoup que tu dis ça. Vraiment. Et je partage complètement ton enthousiasme. C'est cette acceptation totale de la complexité de l'autre qui crée le vrai lien. Ouais. Donc si on doit résumer cette plongée, l'erreur fondamentale qu'on fait, ce n'est pas l'amour lui-même, c'est la traque. C'est ça. C'est la marchandisation de nos émotions et l'urgence absolue de combler un vide. Ça mène inévitablement à l'échec. Le message final qu'il faut retenir, c'est que la plus grande réussite à la maturité, c'est la relation pacifiée qu'on entretient avec sa propre solitude. Absolument. Une fois que l'autonomie émotionnelle est là, l'autre n'est plus du tout une béquille de survie. C'est un pur cadeau. Un partage d'abondance, fragile mais magnifique. Ce qui m'amène à une dernière pensée assez provocatrice qui découle de Fauré et Badiou. Et si, à une époque où on nous pousse à consommer des relations justes pour exister aux yeux du monde, Ouais. et si le véritable acte de rébellion romantique, c'était précisément d'oser être complètement épanoui, seul. Ah, ça, c'est une idée puissante à laisser infuser. Complètement. Que ceux qui ont trouvé des échos dans cette exploration n'hésitent pas à s'abonner pour de futurs décryptages. Tout à fait. Et d'ailleurs, que l'on se dise en commentaire quelle est cette chose essentielle que l'on refuse désormais de sacrifier dans une relation. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les sources.